Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode 9 de l'édition Flash et on va parler de la force bras en escalade. Alors la force bras, du coup, je vais faire le sommaire du podcast comme d'habitude. Donc dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que c'est la force bras, les différents régimes de contraction, excentrique, concentrique, isométrique, statodynamique, etc. Comment s'y retrouver un peu dans tout ça et du coup, ça m'amène au second point. Comment s'évaluer le plus efficacement en autonomie, donc comment savoir si vous manquez de force bras, si vous avez assez de force bras, etc. Je ferai d'autres épisodes sur du coup l'endurance bras et la rési bras, parce que du coup il y a les mêmes filières énergétiques on va dire que pour les doigts. Ensuite, une fois évalué, comment s'entraîner, hyper important parce que le but du podcast c'est de vous donner les conseils le plus pertinents possible pour que vous puissiez vous entraîner au mieux. Donc comment s'évaluer, ensuite comment s'entraîner en fonction des résultats des évaluations. Ensuite je parlerai aussi de l'importance des antagonistes, donc les triceps, comment s'évaluer, pareil, comment s'entraîner, un petit aparté par rapport à ça parce que je trouve que c'est hyper important et c'est souvent un point qui est négligé dans l'entraînement bras des grimpeurs parce que souvent on va se focaliser sur tout ce qui est biceps et pas triceps, alors que ça peut avoir un gros impact également sur la force de tirage. Vous allez comprendre pourquoi un peu pour tout ce qui est explication anatomique, biomécanique, etc. Ensuite je passerai à la partie réponse aux questions et enfin je ferai un petit résumé du podcast et la conclusion parce que il y a eu des discussions intéressantes sur les questions. J'ai répondu à quelques personnes en privé, on a un peu débattu et tout, c'était hyper intéressant et du coup je vais commencer tout de suite par le premier point. Le premier point c'est la force bras. Alors qu'est-ce qu'on entend par la force bras? Donc la force bras en escalade en général ça va être vulgairement parlant, les gens vont dire t'arrives à fermer le bras. Donc en gros ça va être votre force pour fermer le bras. Donc tout ce qui est biceps, quand on dit fermer le bras, on pense souvent à la force du coup concentrique, mais il y a aussi la force isométrique, donc qui va être de votre capacité à maintenir un blocage sur une prise par exemple. Donc vous allez tracter sur une prise, vous allez rester bras vers 90 degrés, vous allez bloquer, vous allez essayer d'atteindre la prise suivante. Donc là on est pile dans une action concentrique puis isométrique. Il y a également l'excentrique, ça va être un peu plus sur tout ce qui est jeté, ballant, etc. Mais souvent quand vous allez arriver sur une prise, vous allez vous manger ce qu'on appelle une décharge, c'est-à-dire que vous allez arriver sur la prise et votre bras va s'ouvrir, donc il vous faut aussi de la force en excentrique pour pouvoir compenser toutes ces actions un peu de décharge pour pouvoir stabiliser le corps. Et après on a un peu des variantes pour s'entraîner comme par exemple les méthodes genre statodynamique, etc. Mais voilà, ça reste en gros la grosse définition qu'on peut faire de la force bras, c'est votre capacité à fermer le bras et ou à rester bloqué dans un certain angle pendant une certaine durée donnée. Donc ça voilà, c'est vraiment purement la partie de définition pour pas qu'on se trompe de sujet dans ce podcast. Et du coup comme je parlerai aussi des antagonistes, ça va être aussi votre capacité à tendre le bras, parce que des fois sur tout ce qui est move de réta, de paume, tout ce qui va être des réceptions sur des triceps ou quoi, il faut vraiment avoir la capacité de tendre le bras très très fort et vraiment de verrouiller aussi l'articulation du coude pour être encore plus fort. Donc ça c'est vraiment très très important à entraîner, mais j'y reviendrai dans le cas du coup des antagonistes. Donc je passe tout de suite au point numéro 2 qui est en fait de comment s'évaluer le plus efficacement possible en autonomie. Alors moi du coup je vous propose deux tests. Le premier test tout simplement c'est les tractions. Alors les tractions c'est vraiment l'exercice roi pour travailler tout ce qui est force de tirage, donc force bras en escalade. Voilà, ça a été démontré, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre que s'entraîner à faire des tractions ça va vous aider à fermer le bras sur le mur. Mais du coup comment bien faire ces tests de traction? Du coup il y a deux variantes, il y a les tractions au poids de corps qui vont être plus utilisés pour mesurer on va dire la puissance, l'endurance, etc. en faisant beaucoup de répétitions et ou la puissance max ou la puissance pic sur une répétition. Mais ça peut aussi se faire en lesté, arriver à un certain niveau de force. Et vous avez le test tout simple de traction lestée 1 RM, donc je mettrai sans doute des vidéos aussi à l'écran pour que vous puissiez visualiser. Mais du coup pour moi un test de traction lestée réussi en grimpe, ça va être une répétition max, donc la charge la plus lourde que vous pouvez soulever sur une répétition, avec un mouvement fluide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez une grosse phase d'isométrie dans votre mouvement. Donc si jamais vous tractez, que vous restez un peu bloqué à 90, que vous êtes obligé de réengager pour refermer, pour moi on est déjà à l'échec et on n'est plus sur de la force concentrique pure. Et le plus important je trouve pour les tractions, c'est vraiment de marquer une seconde de verrouillage haut sur votre répétition. Ça va vraiment être votre capacité à fermer le bras le plus haut possible et à garder le coude le plus proche du corps possible, parce que plus votre coude va être proche du corps et
souvent ça va revenir un peu vers l'arrière comme ça. En fait, vous allez aussi engager la longue portion du triceps. Et la longue portion du triceps, si jamais vous avez déjà fait des tractions explosives où vous montez très très haut, comme par exemple des chest to bar ou des muscle up, vous vous êtes peut-être rendu compte le lendemain que vous aviez des courbatures au niveau des triceps à la longue portion. Et ça, c'est totalement normal. Et en fait, ça montre que c'est pas juste un mouvement de fermeture de bras, la traction, c'est aussi un mouvement d'épaule et de triceps. Enfin, c'est vraiment un mouvement qui va engager tout le haut du corps. Donc, pour bien effectuer les deux tests, donc premier test, ça va être le test de traction lestée. Traction lestée, comment vous allez faire? Vous allez monter en gamme tout simplement. Donc vous allez par exemple faire 5 répétitions au poids de corps, ensuite 3 répétitions à 5 kg, 2 répétitions à 10 kg, une répétition à 15 kg. Et vous voyez en fait si la charge vous semble facile ou pas, vous augmentez un peu la charge comme ça et vous vous reposez entre 2 à 5 minutes entre les séries jusqu'à atteindre votre charge maximale. Pensez vraiment à ces critères de réalisation qui sont que quand vous êtes en bas de votre traction, il faut que vous partiez en dead stop, c'est-à-dire que vos bras soient tendus, vos épaules sont engagées, mais vous décollez les pieds du sol, donc vous êtes un peu en suspension pendant 1 seconde, puis vous engagez votre traction, et il faut que le mouvement soit réalisé de manière fluide, donc il n'y ait pas de phase d'isométrie au milieu du mouvement, et que vous verrouillez vraiment très très haut, 1 seconde le plus haut possible pour voir qu'en fait que vous maîtrisez la charge dans toute l'amplitude. Ça pour moi c'est vraiment la meilleure manière de réaliser ces tractions pour avoir le meilleur transfert possible sur le mur d'escalade. Parce que être capable de faire une traction lestée très très lourde où vous allez écarter les coudes, où vous allez passer le menton tout juste, en fait ça va être bien pour l'ego et pour dire que vous avez soulevé lourd aux tractions ou pour performer par exemple en street lifting, qui est un sport où vraiment le but c'est vraiment de soulever le plus lourd possible sur une répétition. Donc là ça a carrément du sens d'utiliser tous les leviers anatomiques à leur meilleur potentiel. Mais pour vraiment entraîner ce mouvement de fermeture de bras, il faut vraiment avoir cette petite phase de blocage en haut de la traction et je pense que c'est ce qui fait la différence entre ceux qui progressent vraiment aux tractions et qui vont avoir un gros transfert sur le mur et ceux qui vont juste faire des tractions et qui vont avoir peu de transfert et ou qui vont très peu progresser en traction. Un point que j'ai pas mentionné aussi là, mais je vais le faire maintenant, c'est de dire qu'il faut avoir une intention de vitesse maximale sur toutes ces répétitions, que ce soit du lesté, que ce soit du poids de corps, sur tous les tests physiques comme ça, ayez une intention de vitesse maximale. Donc en gros vous dites à votre cerveau, là je veux fermer les bras le plus vite possible, je veux faire la traction la plus explosive possible, sans non plus engager les jambes en faisant du keeping, parce que le but c'est d'évaluer sa force bras, c'est pas d'évaluer sa coordination. Donc là pour le coup, il faut vraiment penser à cet aspect-là pour stimuler au mieux toutes les unités motrices et engager à fond votre système nerveux. Donc le but pour ce test de traction lestée, ça va être d'atteindre un standard qui est de plus 75% de poids de corps sur une répétition. Pour moi, si vous avez atteint ce standard-là, donc si vous pesez 50 kg, il faut que votre traction lestée soit à 37,5 kg de lest. Si vous êtes à ce poids-là sur une traction lestée vraiment très très propre, bras tendus, bras verrouillés tout en haut pendant 1 seconde, pour moi vous êtes déjà sur une métrique de force qui est déjà très très bonne et vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup plus en termes de force concentrique. Après bien sûr tout dépend du niveau, tout dépend de plein d'autres facteurs, mais gardez vraiment ce 75% de poids de corps en gold standard. C'est un peu comme pour les suspensions lestées sur 20 mm. Je trouve que c'est un très bon niveau de base et franchement une fois que vous avez cette métrique là, après vous pouvez travailler tous les autres aspects. Vous pouvez par exemple switcher sur du panguliche, etc., qui va être beaucoup plus spécifique en termes de gestuelle. Enfin voilà, mais selon moi, tant que vous n'avez pas atteint ce 75% de lest sur une répétition, il faut s'acharner sur les tractions lestées, il faut augmenter sa force max en tirage concentrique jusqu'à atteindre un peu cette métrique là. Ensuite, il y a le deuxième test, ça va être le test de maximum de répétitions au poids de corps. Et moi, ce test-là, je l'effectue en cluster, c'est-à-dire que je vais faire des micro-récup entre chaque répétition. Le but, ça va être de vraiment garder cette intention de vitesse maximale. Et si jamais vous avez accès à un coach pour vous tester, là, le but, ça va être de voir le décrément de vitesse entre les répétitions et voir combien de répétitions vous êtes capable de faire au maximum. J'estime que si vous êtes capable de faire plus que 20 répétitions en traction, c'est que vous avez déjà un très bon niveau. Et soit il faut passer sur des variantes lestées, donc vous refaites ce test-là de traction cluster au poids de corps, donc le maximum de répétitions, mais vous le faites cette fois-ci par exemple lesté avec 5 kg, voire même 10 kg, etc. Mais après c'est rare de faire 20 reps à 10 kg. Mais c'est pas impossible. Donc voilà, franchement ce test là pour moi il est hyper intéressant et même si vous n'avez pas d'outils pour mesurer votre vitesse, vous pouvez juste vous filmer et comparer un peu juste visuellement la vitesse que vous êtes capable de conserver, parce que ça permet aussi de mesurer ce test là l'endurance de puissance, mais bon ça j'en reparlerai plus dans le podcast sur la puissance bras. Une fois qu'on a ça, en fait on se rend compte qu'on a omis un gros élément de la performance, c'est la force en isométrie, donc vraiment quand vous êtes sans déplacement, donc en blocage. Et là en fait le meilleur exercice pour tester ça selon moi, c'est de faire des blocages à un bras à la barre. Alors
Si vous tenez moins de 5 secondes au poids de corps, je vous conseille de le faire à 2 bras lestés. Donc du coup, par exemple, si votre 1RM en traction c'était 30 kg, vous prenez cette charge-là de 30 kg et vous vous mettez à 2 bras à 90 degrés par exemple et vous verrouillez le plus longtemps possible et vous essayez de tenir le maximum de temps verrouillé à 90 degrés à 2 bras avec votre 1RM en traction en termes de charge. Et là du coup la mise en place est hyper importante parce que si vous devez tracter pour vous mettre en place, vous allez perdre de l'énergie, etc. Mais bon, ça après c'est déjà des détails qui rentrent plus dans la réalisation des tests en eux-mêmes. Là moi ce qui m'intéresse c'est surtout vous donner un peu les billes pour vous dire ok, si je n'ai pas les 5 secondes au poids de corps, qu'est-ce que je fais? Là du coup vous pouvez faire l'alternative à 2 bras lestés. Si jamais vous êtes plus fort que 5 secondes au poids de corps, donc à 1 bras à 90 degrés, là vous essayez de tenir le maximum de temps. Et si vous tenez plus de 10 secondes, on peut déjà commencer à passer sur des variantes lestées, donc à un bras aussi, 90 degrés, lesté, donc à la ceinture, le plus lourd possible. Et là, l'idée, c'est de tenir entre 3 et 5 secondes pour vraiment mesurer sa force bras, un peu force pique, on va dire. Et ensuite, selon moi, si vous arrivez à tenir 10 secondes au poids de corps à 90 degrés à un bras, vous êtes déjà vraiment très très fort en isométrie. Et il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup plus. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de votre niveau, ça dépend de plein d'autres facteurs. Mais voilà, si c'est un peu un benchmark qui peut vous motiver, quelque chose à atteindre, c'est vraiment 10 secondes de blocage au poids de corps, sur les 2 bras bien sûr. Et il y a une question qu'on m'avait posée, c'était comment corriger une asymétrie. Donc du coup, là, l'idée, c'est de faire pas plus avec le bras fort qu'avec le bras faible. Mais il me semble que j'ai déjà répondu à cette question. Donc voilà, donc là, vous avez les 3 tests. Traction lestée 1 RM, traction poids de corps à 2 bras, maximum de répétitions, et blocage un bras à 90 degrés, soit au poids de corps maximum de temps, soit lesté 3 à 5 secondes. Donc une fois que vous avez ces résultats-là, comment s'entraîner? Alors du coup, si vous n'avez pas votre traction lestée à 75% de votre poids de corps, vous focalisez la force max en concentrique. Vous pouvez aussi rajouter quelques séries d'isométrie, mais le focus, ça doit être vraiment de développer votre force max, parce qu'en fait, de développer votre force max en traction, en concentrique, ça va aussi avoir un transfert vers l'isométrie, et ça va aussi vous donner une bien meilleure force globale de tout le haut du corps, plutôt que de se focaliser sur l'isométrie, qui va pas avoir un très gros transfert vers le concentrique. Donc voilà, selon moi, tant que vous n'avez pas 75% de poids de corps, focalisez-vous sur les tractions lestées. Après, du coup, on m'a posé des questions sur les protocoles, donc j'y reviendrai dans la partie réponse aux questions. Mais un protocole qui peut très bien marcher, ça peut être des protocoles classiques, comme par exemple le 5x5, donc 5 séries de 5 avec 5 minutes de récup. Vous allez faire par exemple avec une charge qui vous permet de faire 6-7 répétitions grand max, et vous allez augmenter la charge de semaine en semaine, etc. Donc en faisant de la surcharge progressive. Ça, c'est un protocole qui marche très très bien pour augmenter sa force max en traction lestée. Ensuite, une fois que vous avez testé votre max de reps au poids de corps, si vous avez dépassé les 20 reps, vous pouvez limite abandonner les tractions au poids de corps et rester que sur des tractions lestées ou des variantes de blocage à un bras. Et si jamais vous n'avez pas ce blocage à un bras de 10 secondes, essayez de vous entraîner en plus des tractions lestées pour atteindre ce benchmark un peu des 10 secondes. Et là, vous aurez largement assez de force bras. Enfin, encore une fois, ça dépend du niveau, mais en général, pour la plupart des gens, avoir cette traction lestée à 75% et ce blocage à un bras à 90 degrés pendant 10 secondes, c'est largement suffisant pour performer sur la plupart des profils, la plupart des blocs, etc. Donc ensuite, on m'a souvent demandé aussi le nombre de fois qu'il faut le travailler par semaine, etc. Alors, pour la force bras, je vais être différent de la force doigt sur le schéma, parce que souvent c'est pas forcément un facteur limitant dans votre performance. C'est-à-dire que bien souvent les doigts des personnes sont beaucoup plus faibles que les bras en termes de ratio, et donc du coup par exemple faire de la force doigt 2 fois par semaine et de la force bras 1 fois par semaine, ça va être largement suffisant pour progresser et pour réduire ce gap un peu entre votre force bras qui est élevée, votre force doigt qui est un peu faible, et rétrécir un peu ce gap. Parce qu'une chose que j'ai pas mentionné, c'est que plus le gap il est élevé, donc plus vos bras sont forts et plus vos doigts sont faibles comparés à votre traction, parce que vous pouvez avoir des doigts très forts comparés aux autres grimpeurs, mais si vos bras sont encore plus forts, vous avez un gros déficit, et là ça peut être dangereux en termes de risque de blessure, parce qu'en fait si vous êtes capable de tracter sur une prise avec votre bras, mais que vos doigts sont pas capables de tenir la charge, en fait vos doigts vont s'ouvrir en excentrique, et là du coup ça met un stress énorme sur tout ce qui est poulie, et en fait souvent c'est comme ça que les blessures au niveau des poulies arrivent, c'est-à-dire qu'on va tracter très très fort au niveau des bras, et les doigts vont s'ouvrir un peu en excentrique, et souvent c'est là que ça va faire crack. Donc vraiment, dans une optique de prévention des blessures, il faut absolument vous dire que si vous avez des bras très très forts,
comparé à vos doigts. Il faut vraiment faire attention quand vous grimpez à ne pas forcer comme un bourrin si vous savez que vos doigts vont pas être capables d'encaisser la charge ou si vous sentez que vos doigts commencent à s'ouvrir. Ça c'est vraiment un des meilleurs conseils que je peux vous donner pour éviter les blessures. Donc voilà, le but c'est de s'entraîner pour augmenter sa force bras jusqu'à arriver à ce standard de 75% de poids de corps et 10 secondes en blocage un bras. Une fois que vous avez atteint ces standards là, vous pouvez plus vous focaliser sur tout ce qui va être puissance et explosivité, mais du coup j'en parlerai dans le podcast Flash, je pense que ce sera le numéro 10 du coup, sur la puissance et l'explosivité des bras. Ensuite du coup, je vais vous parler de l'importance des antagonistes, les triceps, parce que souvent c'est mal évalué, c'est mal entraîné, souvent même c'est pas entraîné du tout, tout ce qui est antagoniste, et pour moi en fait ça a un rôle capital parce que si vous êtes trop fort en tirage au niveau du bras et pas assez fort en extension, ça peut même créer des déséquilibres musculaires qui vont vous occasionner des douleurs au niveau des coudes par exemple, et avoir des douleurs au niveau du coude, après ça vous limite pour tous les mouvements en grimpe, donc c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Donc là l'idée, je vais vous demander de vous évaluer aussi sur les triceps. Comment s'évaluer sur les triceps? Pareil que pour les tractions, 1 RM en dips, donc une répétition max avec le maximum de poids en dips, si vous arrivez déjà à faire plus de 20 dips au poids de corps. Donc si vous avez 20 dips au poids de corps, et quand je dis au poids de corps, c'est sur des barres parallèles, avec un gainage vraiment solide, donc vous ne faites pas un peu le pendule, vous êtes vraiment très solide sur les dips, j'essaierai de mettre des vidéos aussi, avec du coup les coudes qui sont proches du corps, faut pas avoir les coudes qui s'écartent trop, faut avoir les coudes vraiment proches du corps et être vraiment que en poussée de bras on va dire, faut éviter de faire intervenir trop les pecs et les épaules, donc plus vous allez avoir les coudes serrés au corps, plus ça va solliciter les triceps. Donc en gros, voilà, vous vous entraînez, on va dire, jusqu'à avoir 20 dips au poids de corps avec 1 seconde de pause en bas du mouvement, 1 seconde de pause en haut du mouvement. Ça permet d'éliminer l'énergie élastique. Ça équivaut un peu à faire des clusters aussi pour les tractions. Mais c'est beaucoup plus simple à mettre en place que de vraiment descendre de la barre à chaque fois, à se replacer, etc. Donc 20 dips au poids de corps. Une fois que vous avez ça, vous passez sur le lesté. Sur le lesté, je vais être un peu plus conservateur en termes de max. Je pense que si vous avez une rep à plus 50% de votre poids de corps, pour des grimpeurs, c'est un ratio qui est largement acceptable par rapport à leur traction. Donc si vous avez une traction à 75% de lest par rapport à votre poids de corps et que vous avez un dips à 50% de lest par rapport à votre poids de corps, donc un dips lesté, pour moi il n'y a pas vraiment de gros déséquilibre et vous êtes à peu près dans des bonnes fourchettes en termes de ratio. Après l'idée c'est que normalement les triceps, enfin tout ce qui est poussé en général, c'est beaucoup plus fort en termes de potentiel de charge qu'on peut mettre dessus que les tractions. Si vous regardez les performances des athlètes en street lifting qui sont vraiment des athlètes spécialisés dans la performance en dips et en traction lestée, souvent c'est pas rare qu'ils aient des dips à plus de 100 kg, 110, 120 et une traction seulement à 90 kg par exemple, donc il y a un delta qui est différent, mais comme ils doivent être beaucoup moins forts en tirage parce que leur sport c'est pas que du tirage, du coup pour l'escalade c'est beaucoup plus pertinent d'avoir un ratio en faveur des tractions parce que c'est pas non plus un facteur limitant de la performance les triceps, à moins que vous ayez un style de grimpe vraiment très particulier, que vous galériez sur un reta en particulier, là ça peut être intéressant de s'entraîner dans des positions aussi où vous allez avoir l'épaule devant, un peu dans une position un peu précaire. Pour tout ça, tout ce qui va être un peu muscle up aux anneaux, ça va être vraiment pas mal. Mais voilà, en général, pour les triceps, je conseillerais de faire 3 types de mouvements. Premier type de mouvement, c'est de la poussée horizontale. Poussée horizontale, ça va être plutôt le développé couché ou les pompes. Donc dans ce sens-là, vous avez la poussée verticale vers le bas. Donc là ça va être les dips, et la poussée verticale vers le haut, là ça va plutôt être les développés militaires. Donc voilà, si vous avez ces 3 types d'exos là qui reviennent un peu de temps en temps dans votre programme et que vous travaillez un peu de manière récurrente et vous cherchez à augmenter votre force sur ces mouvements là, dites-vous que vous faites largement assez pour les triceps. Et souvent pareil, on me demande le nombre de séances antagonistes qu'il faut faire par semaine, etc. Je pense qu'une séance par semaine c'est le minimum. Si vous avez le temps, le matériel, etc., 2 séances par semaine ça peut être vraiment efficace. Et du coup là dans mon exemple vous faites 3 types d'exos: poussée horizontale, poussée verticale vers le haut ou vers le bas. Et vous faites par exemple 3 séries de chaque, ça fait une séance à 9 séries, ça fait 30 minutes. Et voilà, vous avez 2 séances de 30 minutes dans la semaine. Et vous avez largement assez stimulé vos triceps. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça sollicite aussi les épaules. Et dans une optique de prévention des blessures, c'est vraiment excellent au final de chercher à entraîner les triceps. Donc voilà, j'ai un peu tout dit sur ce sujet, un peu de la force bras, que ce soit la force concentrique, isométrique, la force aussi des triceps, des extenseurs du bras. Et du coup maintenant je vais passer à la partie réponse aux questions, parce que j'ai eu pas mal de questions, et il y a eu des questions vraiment pertinentes avec lesquelles, et j'ai bien débattu avec les personnes qui m'ont posé ces questions-là. Donc je vais commencer tout de suite par la question de Toto,
qui me demande qu'est-ce que tu penses des exos combinés force explo, par exemple 1 RM en traction et 5 tractions explosives à la suite. Alors ça du coup c'est ce qu'on appelle des efforts combinés ou des séries complexes, et ça je suis plus fan pour ce qui est développement de la puissance, parce qu'en fait souvent le fait de faire une charge lourde puis après une charge légère, un peu en contraste de charge comme ça, c'est pour activer le système nerveux vraiment à fond, et ça a un gros impact sur le développement de la puissance, mais un peu moins sur le développement de la force. Et donc je pense que c'est beaucoup mieux de travailler séparément sa force et sa puissance pour ces raisons-là. Mais quand vous faites de la puissance et que vous avez déjà acquis de la force, là ça peut être intéressant de faire ce schéma d'entraînement. Donc je dirais que j'aime bien, mais il faut être un athlète expérimenté, et il faut aussi savoir pourquoi tu le fais, et ne pas mais bien gérer ta charge pour ne pas que la charge lestée te fatigue trop pour le poids de corps, enfin que ça ait l'effet inverse que juste d'activer ton système nerveux. Donc voilà, ça peut être un peu périlleux les exercices combinés, mais je pense que c'est une méthode d'entraînement qui est très efficace. Ensuite on a Karine qui me demande comment progresser en dévers et en toit. Alors là souvent le dévers et le toit c'est lié à tous les facteurs de perf et encore plus au rapport poids-puissance, parce que là du coup plus vous êtes sur une surface inclinée, plus votre poids de corps et votre rapport poids-puissance c'est important. Donc piste numéro 1 pour être plus fort en dévers et en toit, travailler sur son rapport poids-puissance et force-poids aussi du coup. Donc soit tu augmentes ta force, soit tu diminues ton poids, soit tu augmentes l'un et tu diminues l'autre en même temps, enfin les deux leviers sont actionnables. Donc ça c'est le premier élément de réponse, et le deuxième élément de réponse du coup c'est augmenter sa force, donc avec tout ce que j'ai dit juste au-dessus, et aussi il y a beaucoup de gainage spécifique dans le toit par exemple. Griffer des pieds dans un toit c'est pas du tout pareil que griffer des pieds dans un dévers, donc il y a vraiment une histoire de spécificité de mouvement aussi, donc faut pas hésiter à vraiment grimper dans ce profil là, par exemple 2 fois par semaine pendant 30 minutes par exemple, 30 minutes de toit le lundi, 30 minutes de toit le jeudi, si vraiment tu veux progresser sur ce type de profil là. Faut pas du tout esquiver les blocs dans ces profils, et faut y aller quand tu as le maximum d'énergie, c'est-à-dire en début de séance, et si possible une séance où tu as eu un jour de repos avant qui a pour but de travailler tes points faibles par exemple. Ensuite j'ai la question de Bat qui me demande salut Léo, est-il possible de travailler la force bras et la force doigt en même temps? Alors du coup ça moi c'est quelque chose que je préconise dans tous mes cycles de force, enfin pas que les cycles de force mais encore plus dans les cycles de force, c'est de travailler sur tous les aspects en même temps, c'est-à-dire la force doigt, la force bras, la force de gainage. En fait vous allez travailler en force sur tous vos exercices de renfort, et ça en fait c'est hyper intéressant parce que du coup votre corps il se met un peu en mode stimulus force et il va beaucoup mieux optimiser la réponse à l'entraînement. Et en fait selon moi c'est le plus optimal, parce que si vous faites par exemple que de la force bras, vos doigts vont rester un peu derrière et ça augmente votre risque de blessure au niveau des poulies par rapport à l'excentrique. Donc déjà là ça peut être même dangereux en termes de mécanique, enfin de biomécanique on va dire. Par contre l'inverse c'est largement possible, c'est-à-dire ne travailler que ses doigts et délaisser un peu le tirage, que ce soit l'isométrie ou le concentrique. Ça peut être hyper intéressant pour rééquilibrer votre ratio. Donc j'aurais tendance à dire que si tu as un profil équilibré où tu n'as pas de gros déficits etc, travaille tout en même temps, que ce soit ta force doigt, ta force bras, ton gainage ou ta force du bas du corps aussi. Mais si tu as un gros déséquilibre en faveur de la force bras, donc que tes bras sont vraiment plus forts que tes doigts, là ça peut être intéressant de délaisser le tirage complètement et de se focaliser à fond sur les doigts. Et dans le cas où tu aurais les doigts beaucoup plus forts que les bras, là ça peut être intéressant de faire l'inverse aussi, donc de délaisser un peu les doigts pour augmenter son tirage, sachant qu'en général il faut toujours avoir les bras qui sont un peu plus forts que les doigts. Ensuite j'ai la question de Alex qui me demande si on ne sait pas faire la traction, alors je pense qu'il parle de la traction à bras, vaut-il mieux la travailler en excentrique, en isométrique, avec un élastique, etc. Alors ma réponse à cette question elle va être assez simple, parce que moi je l'ai vécu, cette phase où je voulais vraiment apprendre à faire une traction à un bras, etc. Et en fait la traction à un bras, je vais y revenir dans une autre question, mais il faut vraiment voir ça comme un skill, c'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement à part entière et vous devez vous entraîner à faire le mouvement. Donc en fait je dirais que dans un premier temps il faut se concentrer sur avoir les métriques, c'est-à-dire cette traction lestée à 75% de poids de corps et ces 10 secondes de blocage un bras à 90 degrés. Souvent quand tu as ces deux métriques là, tu vas déjà avoir largement la force de faire des tractions un bras en excentrique. Donc là éventuellement tu peux en rajouter dans ton programme pour apprendre à maîtriser le mouvement sur ce pattern en excentrique, mais c'est plus dans un point de vue d'apprentissage moteur, parce que souvent ce qui est mal fait avec l'excentrique c'est que les gens ont tendance à le sous-charger, parce qu'en fait c'est aussi d'un point de vue conservation, parce que souvent on sent qu'il y a un risque de blessure, et c'est logique, en excentrique il y a beaucoup plus de risque de blessure qu'en concentrique, et de ce point de vue-là, en fait, souvent les blocages un bras en excentrique, c'est souvent sous-lesté, parce que si c'était du vrai excentrique, il faudrait lester assez lourd pour que quand tu sois bloqué vraiment à fond, dès que tu lâches l'autre main,
ton bras commence à s'ouvrir et que tu puisses vraiment pas résister à la charge plus que 3 à 4 secondes. Donc en fait, je dirais que faire de l'excentrique, c'est bien pour apprendre le mouvement et pour habituer ses tissus à encaisser la contrainte, etc. Mais le meilleur moyen d'apprendre la traction à bras, vraiment le skill en lui-même et le mouvement, une fois que tu as les métriques de force, c'est de le faire en délesté avec un élastique. Et du coup, là, c'est vraiment pour moi la meilleure option. Et tu peux faire par exemple des séries de 3x3, 3 séries de 3 répétitions, où tu enchaînes les bras, tu fais par exemple bras droit, 2 minutes de repos, bras gauche, 2 minutes de repos, comme ça tu as eu à peu près 5 minutes entre 2 fois le même bras. Voilà, ça pour moi c'est une stratégie qui marche très très bien. J'ai encore une question de Alex, mais en fait du coup c'est intéressant parce que je vais en parler dans les podcasts suivants. Ça va être quand travailler la force ou la puissance l'un progresse avec l'autre. Alors cette question elle est intéressante parce que la force fait artificiellement augmenter votre puissance. Du coup je vous laisse aller regarder tout ce qui est un peu profil force-vitesse, mais pour faire vraiment très très simple, plus vous augmentez votre force, plus votre vitesse diminue. Mais en fait, du coup, si vous êtes fort, par exemple, que votre 1RM en traction c'est 50 kg, vous allez forcément être plus rapide sur une traction au poids de corps que quelqu'un qui a un 1RM à 20 kg. Parce que vous avez une différence de force qui est énorme pour le même poids de corps, je parle. Et du coup, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de puissance à une charge inférieure. Donc oui, il y a un gros transfert de la force vers la puissance. Par contre, l'inverse n'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous avez une très grosse puissance, souvent, ça va pas avoir un gros transfert vers la force. Et c'est pour ça qu'on dit que la puissance, c'est performance spécifique au sport. Et du coup, quand travailler l'un plutôt que l'autre, je pense que le meilleur moment pour travailler la force, c'est n'importe quand, si vous n'avez pas atteint les métriques que j'ai citées en début de podcast. Et quand travailler la puissance, c'est après un cycle de force pour changer le stimulus. Voilà, pour faire vraiment très très simple. Ensuite, j'ai la question de Lilou. Comment gagner en force explosive et rési des exos pour les travailler? Du coup, ça, j'en parlerai... tout ce qui est force explosive, donc ça équivaut un peu à de la puissance, j'en parlerai dans le flash numéro 10, du coup sur la puissance bras. Et rési bras, c'est pareil, je pense que ce sera le flash numéro 11, donc j'en parlerai dans les épisodes qui arrivent. Mais en gros, ça va être d'accumuler un certain nombre de reps sur un temps limité. Donc pour ça, la méthode EMOM, elle est vraiment bien. EMOM, ça veut dire every minute on the minute, ça veut dire chaque minute dans la minute. Donc par exemple, tu peux te dire, là pendant 10 minutes, chaque minute, je dois faire 5 tractions. Et tu mets une intention de vitesse maximale, et là tu vas voir que tu vas progresser et en puissance et en endurance, en rési bras. Donc voilà, ça peut être une très bonne méthode d'entraînement, les EMOM, et en plus ça fait gagner énormément de temps, parce que là du coup en 10 minutes, tu as travaillé toutes les qualités. Ensuite on m'a demandé, est-ce qu'il est bénéfique de faire du 3RM ou du 1RM? Alors, moi du coup, je suis plus partisan du 1RM pour apprendre à forcer en fait, et je pense qu'arriver à un certain niveau, surtout quand vous dépassez des 75% de poids de corps sur la traction lestée, et ou que vous êtes même à des ratios supérieurs à votre poids de corps, donc que vous devez vous lester plus lourd que votre poids de corps, là je pense que passer sur du 3RM c'est beaucoup plus sage, parce que du coup vous allez devoir lester moins lourd, donc il y a moins de risque de blessure, etc. Donc je dirais pour les débutants et pour les intermédiaires, 1RM je pense que c'est vraiment bien. Après pour les débutants avec des grosses pincettes, parce que faut que ce soit bien encadré, etc., que ce soit bien fait, mais je pense que dans une optique d'apprendre à forcer, c'est vraiment une bonne dynamique, parce que faut être capable de forcer à fond sur un effort à un moment donné, et ça peut avoir un gros carry-over sur votre pratique en escalade. Mais après, plus vous êtes expérimenté, plus je pense que passer sur du 3RM c'est bénéfique, parce que vous allez aussi travailler ce qu'on appelle votre endurance de force, et ça aussi c'est une qualité qui est hyper intéressante à travailler sur les bras particulièrement. Ensuite on a Julia qui me demande comment je périodise les cycles de force, de puissance, d'endurance, etc. Alors je vais répondre simplement à la question. Je dirais toujours qu'il faut faire un cycle de force, puis un cycle de puissance. C'est vraiment la règle. Ne travaillez jamais votre puissance avant votre force, parce qu'en fait le cycle de puissance vient optimiser les gains de force en développant la vitesse. Enfin, vous allez d'abord développer votre force, puis ces gains que vous avez acquis, vous allez encore plus les optimiser vers la performance, parce que vous allez augmenter votre vitesse, et là du coup votre puissance, comme c'est force fois vitesse, là vous avez la meilleure puissance possible. Donc voilà, c'est une réponse assez courte. Les cycles d'endurance, je dirais que ça dépend vraiment de vos besoins, mais je dirais que dans la logique ça ferait plutôt endurance, puis force, puis puissance, et après on repasse sur de l'endurance et de la force et de la puissance, etc. Et après pour tout ce qui est durée des cycles, semaines de décharge, etc. Si jamais vous êtes intéressé par un suivi en coaching pour que je vous planifie tout ça, n'hésitez pas à réserver votre premier appel gratuit avec le lien qui est disponible dans ma bio Instagram. Et puis du coup comme ça vous aurez accès à la vidéo de présentation qui vous présente un peu comment je travaille et comment je peux vous aider à optimiser votre entraînement en termes d'organisation. Ensuite on a Médéric qui me demande idée d'agencement, séance de tirage poussée, efficace pour la force et l'explos des bras. Donc en gros il me demande un peu quand est-ce qu'on va faire une séance de force bras en tirage et quand est-ce qu'on va faire une séance de force bras en antagoniste par exemple. Est-ce que ça peut être pertinent de séparer les deux séances, de faire les deux dans la même séance? Alors là ça va être très individuel, mais je dirais qu'une règle un peu classique c'est que
dans une séance de force, vous pouvez faire plein d'exos différents. Vous pouvez faire par exemple des tractions lestées et des dips lestés dans la même séance. Mais il ne faut pas que vous dépassiez 10 séries de force max dans la même séance. Donc ça veut dire que par exemple, si tu fais un 5x5 en traction lestée, tu vas pas pouvoir faire un 5x5 en dips derrière parce que ça fait tout pile 10 séries et c'est trop intense d'enchaîner les deux. Donc par exemple, tu peux faire un 5x5 en traction, un 3x3 en dips et par exemple après rajouter quelques séries d'un autre exercice, par exemple de la poussée verticale. Ou de la force d'OA par exemple, mais voilà, dis-toi qu'en gros la règle d'or c'est 10 séries maximum par séance sur de la force, et du coup en fonction de ce que tu dois travailler dans ta semaine, tu dois diviser tes séances, et je pense personnellement que le format le plus optimal c'est de faire des séances de force, on va dire grimpe spécifique, où tu vas faire doigts, bras et gainage dans la même séance, et sur une séance séparée antagoniste, donc juste la poussée. Même d'un point de vue récup, je trouve ça plus intéressant parce que tu peux travailler les antagonistes sur un jour où tu vas pas grimper, comme ça te fait vraiment un jour complètement off sur tout ce qui est muscle de grimpe, on va dire, pour faire vraiment très très simple. Donc d'un point de vue dynamique de récup, c'est plus intéressant aussi. Ensuite, j'ai une question de On The Wall qui est optimiser sa force bras est-il une priorité pour un grimpeur? Et là du coup on a eu tout un débat sur le fait que des grimpeurs forts de compétition n'arrivaient pas à faire de traction à bras, donc est-ce que c'est si important que ça, etc. Alors je pense que c'est jamais le facteur limitant dans la grimpe, parce que souvent surtout pour les grimpeurs intermédiaires, on va toujours avoir les doigts qui sont plus faibles que les bras, parce qu'on n'a pas assez d'années d'expérience au niveau des doigts, des tendons, des ligaments, etc. Mais arrivé à un certain niveau, je pense que ça peut être un facteur limitant pour certains grimpeurs experts qui ont des doigts vraiment très très forts et des bras qui sont un peu plus faibles que leurs doigts. Là, dans ces cas-là, ils auraient un gros gain à faire sur tout ce qui est force bras pour rattraper leur force doigt. Mais je pense que c'est pas si important que ça de mettre la priorité sur la force bras. C'est en fait important seulement si vous voulez avoir un profil de grimpeur équilibré et que vous ne voulez pas accumuler les petits retards, les petits désagréments au niveau des blessures, si vous voulez avoir un équilibre agoniste-antagoniste, etc. Mais c'est loin d'être la priorité. La priorité, ce sera toujours la force doigt, donc la force max, ensuite la force critique des doigts, et après toutes les autres choses. Souvent je mets le gainage en deuxième, parce que le gainage global c'est vraiment plus important que la force bras, parce qu'il y a des personnes qui sont très statiques et très fortes en isométrie, qui sont faibles on va dire en concentrique, qui sont beaucoup plus forts sur le mur que des personnes qui sont capables de fermer fort le bras mais qui n'ont pas de force doigt, qui n'ont pas de force de gainage par exemple. Donc c'est loin d'être la priorité, mais ça reste quand même hyper important selon moi. Ensuite, j'ai la question de Matt. Matt qui me demande, pour développer l'isométrie à un bras, quelle différence entre lesté à deux bras et délesté à un bras? Du coup, j'y ai un peu répondu dans la partie test physique. Je pense que faire du lesté à deux bras, c'est pertinent jusqu'à un certain seuil. Et après, une fois que tu es à un certain seuil, tu passes sur du délesté à un bras, parce que juste sinon, d'un point de vue logistique, tu dois rajouter trop de lest et ça fait juste trop mal au dos, trop galère à mettre en place, etc. Vraiment pour des raisons très concrètes, voilà, tout simplement. Et souvent, cette charge, c'est 75% de poids de corps. Ça commence à être désagréable au baudrier, ça brûle au niveau des hanches, c'est galère à mettre en place. Souvent, on n'a même pas les poids de disponibles. Ça peut vite devenir même cher d'acheter des plaques de 20 kg. Donc voilà, tout simplement, je pense que dès que tu sens que la logistique c'est un problème d'un point de vue se lester, ça peut être intéressant de passer sur du un bras délesté avec un élastique. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on a Louis qui me demande, avec quel ratio doit-on travailler les antagonistes pour optimiser ses bras? Du coup, je pense que c'est soit un ratio 1-1, donc une séance de force bras, une séance de force antagoniste, ou un ratio 0,5, donc une séance de force bras, 0,5 séances de force antagoniste, c'est-à-dire que si vous faites 2 séances de force bras, vous faites une séance de force antagoniste dans votre semaine, mais quand même le minimum selon moi c'est une séance de force sur les antagonistes par semaine, mais voilà, ça donne une idée un peu du ratio global au niveau de l'entraînement. Du coup c'est tout pour la partie réponse aux questions. Donc pour faire un résumé assez simple, la force bras, c'est pas la priorité la plupart du temps. La plupart du temps, la priorité, c'est la force doigt. D'où le fait que cette série de vidéos sur la force bras, ça sort après tout ce qui est force critique sur les doigts, force max sur les doigts, etc. C'est totalement voulu. Je pense qu'il y a une certaine logique aussi dans mon ordre de priorité en termes de sortie des podcasts, en fonction de ce qui est le plus important à travailler aussi. C'est pas forcément une corrélation directe, mais je pense que inconsciemment, j'y pense. Donc voilà, il y a ça. C'est jamais la priorité en fait de travailler les bras, ce sera toujours les doigts, mais c'est intéressant d'un point de vue force globale, prévention des blessures, même performance, parce que être fort en bras, ça veut dire plus tard être plus puissant, et on y reviendra dans le podcast suivant, mais la puissance c'est vraiment le plus important, parce que être capable de fermer le bras rapidement, surtout sur tout ce qui est un peu new school, tout ce qui va être jeté, skate, dynamique, etc. C'est ce qui fait la plus grosse différence entre un grimpeur et un autre. Ensuite, au niveau des goals standards, si vous faites plus de 20 reps au poids de corps
en cluster, donc avec des micro-pauses où vous posez les pieds entre chaque répétition, vous avez largement ce qu'il faut en termes d'endurance. Vous pouvez passer sur du lesté pour les tractions. Une fois que vous passez sur le lesté, tant que vous n'êtes pas à une rep à plus 75% de poids de corps, vous continuez votre progression sur le lesté. Et une fois que vous arrivez à cette métrique de une rep à 75% de poids de corps, là vous pouvez peut-être ralentir un peu l'entraînement sur les bras et vous dire bon bah c'est bon, j'ai déjà accumulé assez de force en concentrique. Et pour l'isométrie, c'est plus 10 secondes de blocage à un bras à 90 degrés. Si vous avez cette métrique-là, vous avez atteint, on va dire, le stade de développement qui est vraiment bien. Et sinon, avant, faire du lesté à 2 bras à 90 degrés, ça peut être très intéressant aussi. Et quelque chose que j'ai pas forcément mentionné, c'est que on me demande des fois souvent la différence entre le blocage à 90, blocage à 120. Est-ce qu'il faut faire l'un plutôt que l'autre? Est-ce qu'il faut faire les deux? J'aurais tendance à dire que faire les deux c'est bien, mais si vous n'avez pas énormément de temps, mettez toujours la priorité sur le blocage à 90, parce que souvent le blocage à 90 se transfère vers le blocage à 120, mais pas l'inverse. Un peu comme la puissance ne se transfère pas à la force, mais la force se transfère à la puissance. Ça c'est lié à tout ce qui est relation tension-longueur, etc. C'est tout pour ce podcast Flash numéro 9. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère aussi que j'ai bien répondu aux questions, que j'ai été assez synthétique dans le développement, que j'ai répondu un peu à vos attentes, parce qu'il y a quelques personnes qui m'avaient envoyé un peu des messages pour me faire des retours sur l'épisode précédent, donc j'espère que j'ai un peu corrigé tous ces petits points là. Surtout n'hésitez pas à laisser une review de 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, ensuite un petit pouce bleu, vous abonner si vous êtes sur YouTube, éventuellement un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à checker tous les liens dans le Linktree dans ma bio Instagram pour réserver votre premier appel qui est totalement gratuit pour éventuellement démarrer un accompagnement en coaching, que je puisse répondre un peu à vos questions d'un point de vue vraiment personnel, etc. Vous pouvez aussi aller checker la page Tipeee du Vertical Podcast, et encore une fois merci à Adrien pour le soutien mensuel. Vous pouvez aussi me contacter en message privé sur Instagram, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez réagir au podcast, en débattre, etc. Un peu aussi me faire un retour d'expérience, me dire c'est vrai, le fait que j'avais les bras qui étaient trop forts comparé à mes doigts, je me suis souvent blessé sur les doigts, tout ça. En fait, ce retour d'expérience là, ça m'intéresserait beaucoup. Si jamais vous avez été dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message, même en message vocal sur Instagram. N'hésitez pas aussi à aller checker mon lien de parrainage sur NutriPure. Je mettrai mon code parrain dans la description pour tous vos achats de compléments alimentaires, que ce soit pour la force, l'endurance, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message aussi pour avoir des précisions sur tel ou tel complément. J'y répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas surtout à m'envoyer routine mobilité pour développer votre souplesse au quotidien. Voilà, vous m'envoyez mobilité sur Instagram, je vous envoie la routine. Et puis, je crois que c'est tout pour cet épisode 9. Donc, on se retrouvera pour l'épisode 10, développer sa puissance bras. Et du coup, d'ici là, entraînez-vous bien. Si vous vous testez, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos, etc. Comme ça, je peux éventuellement vous faire un petit retour technique. Et je vous dis à la prochaine.